Bonjour, une petite vidéo pour ceux qui n'ont pas pu suivre la classe virtuelle au sujet donc du chapitre 4, entendre la musique, qui concerne donc essentiellement SVT. Par contre, on va se servir de notions que vous avez vues en physique, donc la hauteur du son qui est évaluée, on parle de sa fréquence en Hertz et sa puissance, son intensité en watts par mètre carré. Par contre, le plus souvent, on ne parle pas d'intensité, mais de son niveau d'intensité, et en fait, il s'agit de décibels. Alors, nous, on va s'intéresser plus au parcours du son, entre le moment où c'est une vibration de l'air, ici, et puis le moment où ça devient un message nerveux dans le nerf auditif. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, quel est le parcours à travers l'oreille. Donc, on va voir au passage la structure de l'oreille. Donc on voit sur ce document, tous les documents sont dans votre livre. Sur ce document, on voit qu'on a séparé l'oreille en 3 zones distinctes. L'oreille externe, oreille moyenne, oreille interne. En fait, ce sont 3 zones qui vont avoir des rôles différents et complémentaires. Alors, première zone, l'oreille externe, qui commence au pavillon de l'oreille, qui comprend également le conduit auditif et qui s'arrête au tympan. En fait, c'est la zone de réception du son. Alors, on en voit 2 ici sur ce document. Un qui a une fréquence assez élevée, ici en rouge, et donc un son plutôt aigu. Et puis ici, un son qui a une fréquence beaucoup plus faible. Alors, on voit qu'ils ont la même amplitude. Et ils vont exercer la même pression en fait sur le tympan. Donc voilà, ils sont collectés par le pavillon. Le fait qu'il y ait un pavillon, ça accentue un petit peu la collecte. Ces vibrations de l'air sont amenées par le conduit, donc sur le tympan qui est une fine membrane. On verra tout à l'heure un document qui le montre de plus près. Ce tympan donc va vibrer suite à la pression exercée par l'air. Cette vibration va être transmise à l'oreille interne, l'oreille moyenne, donc à des petits os, on appelle ça des osselets, qui se trouvent dans cette oreille moyenne. Donc là, il y a de l'air entre les osselets. Premier osselet, le marteau, ensuite on a l'enclume, et le dernier ici, l'étrier. Cette oreille moyenne est prolongée ici par une espèce de conduit aussi, qui est la trompe d'Eustache, qui est fermée, mais on peut l'ouvrir ici, ça permet d'équilibrer l'air des 2 côtés. Mais cette fermeture permet aussi d'empêcher le son de passer par la bouche. Mais s'il y a trop de déchets ici, ils peuvent être évacués par la trompe d'Eustache dans la bouche. Donc, si on revient aux vibrations de l'air, ces os donc, vont vibrer, en fait, vont bouger en absorbant donc les vibrations du tympan. Le tympan va bouger, va vibrer, et du coup, ces petits os vont aussi bouger. Ces mouvements, alors on voit que du coup, le son est amplifié. Vous voyez que la fréquence ne change pas, mais par contre, c'est l'amplitude qui augmente. Donc voilà, le son aigu, on voit, c'est plus visible ici, on voit que son amplitude augmente. Donc l'oreille moyenne, grâce aux osselets, va transmettre les vibrations en les amplifiant. Puis le son arrive dans l'oreille interne. Donc l'étrier va exercer une pression sur une autre structure, on verra dans un autre schéma de façon plus précise, et tout va se passer ensuite dans la cochlée. Et on va voir ça d'un peu plus près tout à l'heure avec un autre document. Ce qu'on peut voir ici, c'est que l'amplitude n'est pas augmentée, mais on a ce qu'on appelle ici une vibration de la lymphe. En fait, à l'intérieur, il y a un liquide, et c'est cette vibration de la lymphe qui va être transformée en message nerveux. Message nerveux qui va être conduit à la zone du cerveau qui va s'occuper de traiter cette information. Alors ici, vous avez une photo du tympan. C'est un petit peu en plus grossi ce que voit le médecin quand il regarde dans notre oreille.
On ne voit pas tous ces détails, mais il voit le tympan. Hein. Et là, on voit que le tympan, c'est transparent parce qu'à travers cette membrane, on devine l'osselet, le premier osselet, c'est-à-dire le marteau. Ici, vous avez le champ auditif humain. Alors, vous voyez qu'on retrouve les deux valeurs en fait qui nous intéressent, c'est de savoir la fréquence en hertz mesurée ici, et puis le niveau sonore en décibels ici. Alors, on voit qu'au niveau fréquence, le champ auditif humain, le son de plus basse fréquence que l'on arrive à distinguer, c'est 20 Hz. En dessous, on parle d'infrason. Au-dessus, ici, on parle d'ultrason, on connaît plus cette expression. Donc le maxi qu'on puisse percevoir, c'est des sons qui ont une fréquence de 20 000 Hz, qui correspond à 20 kHz. Au niveau décibels, vous voyez le champ ici. Alors, pour un son, puisque la question, j'ai repris les questions de votre livre, hein, la question pour un son d'une fréquence moyenne, alors on va dire que c'est 1000 Hz. Vous avez un champ auditif qui va d'une dizaine de décibels jusqu'à un peu moins de 120 décibels. Voilà. Vous voyez que pour les basses fréquences, on entend moins bien il faut que l'intensité sonore soit plus élevée pour qu'on perçoive le son. Idem pour les fréquences les plus hautes. Donc notre meilleur champ auditif, notre meilleure perception, elle se fait ici, hein, pour les fréquences, on va dire les fréquences moyennes. Ici, vous avez un document qui vous donne un ordre de grandeur, en fait, peut-être plus parlant sur les décibels. Donc, par exemple, 80 décibels, ça correspond à une circulation urbaine dense, ce qu'on a l'habitude, hors confinement, d'entendre quand on se promène dans les rues, avec les voitures, la circulation. Donc, l'aspirateur, percevez régulièrement, j'espère. Donc 70 décibels. Alors attention, c'est une échelle logarithmique, donc l'écart est très grand entre 70 et 80. Ça peut être trompeur, cette échelle. Alors quand c'est rouge ici, ça veut dire que c'est dangereux et qu'on s'abîme. On peut s'abîmer ici les oreilles. Hein. On va voir quels sont les traumatismes, quelles conséquences peuvent avoir les traumatismes. Alors voilà comment fonctionne la cochlée. La cochlée, donc, c'est l'oreille interne. Si on reprend à partir de l'oreille moyenne, c'est-à-dire le tympan, qui commence au tympan, le tympan vibre, hein, les osselets, voilà, les osselets de l'oreille moyenne, donc vous voyez que c'est de l'air ici, ces osselets vont vibrer, selon le tympan, en fait, selon les vibrations qu'ont enregistré le tympan, ils vont vibrer aussi. Voilà la structure qui va bouger, ce qu'on appelle la fenêtre ovale, et ça va faire bouger donc le liquide qui est à l'intérieur de la cochlée. La vraie cochlée, en fait, sur d'autres schémas, vous pouvez la voir, elle est beaucoup plus enroulée que ça. Hein. Mais là, c'est simplifié. Donc, ce liquide, on l'appelle la lymphe, c'est un liquide interne. Et puis, bon, il y a deux compartiments. Au milieu, vous avez une membrane, et c'est sur cette membrane que se trouvent des cellules ciliées. Donc, les cellules ciliées, ce sont des cellules nerveuses qui ont des cils. Ces cils baignent dans le liquide et vont bouger en même temps que le liquide. Le liquide va les faire bouger. Ensuite, ces cellules vont transformer ce message, ce mouvement, donc c'est mécanique, en message nerveux de nature donc électrique. Ce message nerveux va passer par le nerf auditif. Alors ici, on voit que les vibrations, les fréquences ici de 20 000 Hz sont mieux perçues ici, dans la zone AB, c'est-à-dire proche de la fenêtre ovale, proche de l'extérieur, en fait, la plus proche de l'extérieur. Par contre, les fréquences, les basses fréquences, 20 Hz ici, c'est par ici, hein, dans cette zone tout au fond de la cochlée. Donc les sons de haute fréquence ici sont perçus dans cette zone de la cochlée. Les sons de basse fréquence sont plutôt perçus par l'intérieur, les zones internes. Voilà les cellules ciliées.
microscope électronique à balayage, c'est-à-dire qu'on voit les reliefs, et puis on a rajouté quelques petites couleurs, c'est plus joli. Vous voyez l'échelle, hein, on est au niveau du micromètre. Ici, voilà les cils, ici en jaune. Alors, pour une cellule, hein, ils sont disposés de cette façon, souvent, cette espèce de V à l'envers. Enfin, ici, on le voit à l'envers. Alors, deux autres photos. Cette fois, on a laissé le noir et blanc. L'échelle n'est pas exactement la même, on s'est un peu éloigné, mais on retrouve les petits V ici. Alors bon, c'est pas grave, hein. Enfin, on distingue, vous voyez, plusieurs rangées, hein, de cellules ciliées dans la cochlée. Il y en a qui sont qualifiées d'internes, d'autres externes, peu importe. Ce qui compte, c'est de comparer avant et après. Alors avant et après, un traumatisme sonore. On voit très nettement que des cellules ont perdu leurs cils, ici et là. D'autres ont les cils rangés n'importe comment. On voit bien que c'est le bazar ici. Donc c'est très net. Un son très fort, pas forcément très long, mais une très forte intensité, peut avoir ce genre de conséquences, donc traumatisantes. Le problème, c'est que les cellules ciliées, on en a un stock à la naissance et qui ne se renouvellent pas. Et deuxième problème, c'est que les cils ne se réparent pas. C'est-à-dire que ceux-là, ils ne repousseront jamais. Donc à partir du moment où une cellule a perdu ses cils, eh bien, elle devient complètement inutile. Elle ne peut plus réceptionner les sons. Donc on a une surdité, et cette surdité est définitive. Donc cette fois, quels sont les sons, suite à un traumatisme, qui ont le plus de risques de ne plus être perçus? Alors, quand on regarde la disposition des cils, ici, si on revient à cette histoire de fréquence, on voit que les cils qui sont les plus proches de l'extérieur, enfin les cellules ciliées qui sont les plus proches de l'extérieur, ce sont celles qui perçoivent les hautes fréquences. Donc on peut imaginer que ce sont ces cellules ici qui risquent d'être le plus traumatisées à la suite d'un son trop élevé. Donc en fait, un traumatisme sonore va d'abord faire disparaître les sons dans les aigus. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on vieillit. On perd les sons dans les aigus avant de perdre les sons dans les graves. Dernière chose pour aujourd'hui, le réflexe stapédien. Donc c'est un petit réflexe protecteur de l'oreille. Donc en fait, on n'a rien à faire, hein. C'est ces muscles ici, ces tout petits muscles qui se contractent lorsque le son atteint les 80 décibels. En se contractant, il rigidifie cette zone de transmission, donc il devient quasi inutile, enfin pas inutile, mais disons qu'il est beaucoup moins souple. Donc le tympan aura beau vibrer, eh bien les vibrations seront moins bien transmises à la cochlée. Donc c'est une protection, c'est un système protecteur de la cochlée. Mais malheureusement, il a ses limites, hein, quand le son est trop fort, les sons passent quand même. Et les cellules ciliées peuvent être abîmées.